Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter aujourd'hui. On va aujourd'hui parler d'immobilier, rien de bien original pour nous, Deep Invest. On va aborder différents sujets, à savoir avoir à la fois le marché de l'immobilier, mais aussi les SCPI. Alors, voilà, dans un premier temps, le marché de l'immobilier et ensuite les SCPI. On va d'abord faire une petite présentation rapide. Alors moi, je suis Marc Sartori, je suis le président de la société, Deep Invest. Deep Invest, qui est un cabinet d'analyse financière. Mon parcours, de mon côté, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans maintenant, spécialisé sur, toutes les dimensions, évaluation, et à l'origine, Deep Invest, c'est un cabinet d'expertise en évaluation immobilière qui existe depuis 2005 et on a lancé, en 2019, ce site internet deepinvest.fr. À la base, on est donc, à la fois une fintech, mais aussi un cabinet d'analystes financiers. Notre objectif est de diffuser et de démocratiser les fonds immobiliers. Et pour ce faire, on a différents outils, différents scorings. Et puis, on a passé les 1300 inscrits sur la plateforme de deepinvest.fr. Un peu plus de 230 millions d'euros qui sont simulés à date, avec pas mal d'outils qu'on a proposés sur l'année 2025, et puis d'autres qui sont encore à venir. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, des analyses, des notations. Vous avez des comparateurs sur nos interfaces. Vous allez avoir aussi le géomapping de l'ensemble du patrimoine des fonds immobiliers disponibles. On va aussi avoir et surtout des outils pour faire des allocations de portefeuille, des allocations qui peuvent être des suivis de portefeuille, mais qui peuvent être aussi nécessaires pour faire toute la commercialisation des offres de fonds. Et puis on est désormais CIF, et donc on peut maintenant désormais proposer des portefeuilles de SCPI sur mesure. C'est ce qui va se faire tout au long de l'année avec des portefeuilles types qu'on peut vous proposer pour vous aider dans vos allocations. Les derniers outils qu'on a lancés et qui sont déjà accessibles, c'est toute la partie réglementaire, puisque à partir de nos interfaces, une fois que vous avez créé un portefeuille sur les interfaces, vous pouvez éditer les documents d'entrée en relation, l'aide de mission et les rapports d'adéquation. On va avoir des petites nouveautés aussi à vous proposer pour la rentrée de septembre. On aura donc, c'est officiel, un stand sur Patrimonia. On l'a fait il y a quelques années déjà, pour pouvoir vous montrer tout un tas de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités qu'on vous prépare pour la rentrée de septembre. Et puis, à l'heure actuelle, donc dans nos portefeuilles, vous pouvez aussi importer naturellement l'ensemble des portefeuilles que vous avez, par exemple, sur d'autres plateformes du type O2S ou d'autres, par exemple, Carbon Alpha, entre autres. Et puis on est en train de travailler avec d'autres partenaires. Et vous allez avoir la possibilité d'avoir deux structures tarifaires, une structure tarifaire sous forme de bimensuel, pardon, excusez-moi, un abonnement de 2 mois, donc, ou un abonnement à l'année en fonction de ce que vous souhaitez faire. On est en petit effectif ce matin, mais on va quand même vous poser la question avec notre petit sondage qui est est-ce que le marché de l'immobilier reste un marché attractif dans vos recommandations? C'est vrai que le marché de l'immobilier est assez compliqué en ce moment. Alors pour vous, est-ce que ça reste une première possibilité? Donc, est-ce que ça reste un marché attractif, mais le timing n'est pas forcément le bon? Deuxième possibilité, oui, et c'est pour ça qu'il repart. Troisième possibilité, non, d'autres supports sont plus pertinents et moins rigides. Alors, pour pouvoir voter, il faut déjà que je lance le vote, ce qui va être fait tout de suite. Voilà. Vous allez avoir la possibilité dans le vote de proposer, alors si vous allez dans la partie en bas à droite, vous allez pouvoir choisir le triangle rond et le carré, et vous allez pouvoir choisir le mode sondage pour répondre à notre question du jour qui a normalement été lancée. Dans ce sondage, vous allez avoir la possibilité donc de dire soit vous pensez que le marché repart, soit que ce n'est pas encore tout à fait le bon timing pour l'IMO, ou alors que vous privilégiez d'autres supports. Je vous laisse voter, donc triangle en bas à droite, le petit sondage, sachant que derrière, pour l'instant, bon, on a une salle
plutôt pushy, hein. Le marché repart. Allez, on a les lunettes roses ce matin. On va regarder ça un peu plus dans le détail. Je vous laisse encore voter. Oui, globalement, tout le monde est assez optimiste. Alors, voyons voir dans le détail ce qui peut se passer potentiellement, sachant que évidemment, on est dans un contexte qui est on va le dire pour le moins fluctuant et émouvant, avec un certain nombre de paradoxes, deux gros indicateurs qu'on regarde systématiquement chaque trimestre. Premier indicateur, qu'est-ce qui se passe sur l'inflation? Bon, clairement, l'inflation est en train de revenir. Alors, certains parlent d'une hausse des prix temporaire, d'autres parlent de l'inflation au sens large. C'est cette différence, cette dichotomie dans la perception de l'évolution des prix qui va être quand même assez structurante pour le marché de l'immobilier. Donc, vous voyez, la pente est quand même assez, la pente est quand même assez raide. On était autour des 0,5 il n'y a pas encore très très longtemps, juste au début de cette année. Et puis, avec les développements qui sont survenus dans le Golfe, dans le Golfe Persique, on se retrouve à avoir une inflation qui est vraiment, dont la pente est très violente et très forte. Alors, après, bah, évidemment, tout le monde s'interroge sur la durée de cette histoire, premier élément. Donc, pas plus de réponses que la moyenne du marché, parce que personne n'en sait rien, mais ce qu'on doit constater, c'est que c'est là pour le moment. Alors, autour de 2%, ça va. Si on remonte, vous voyez ce qui s'est passé au moment de la crise ukrainienne, ça pourrait vraiment s'installer de manière compliquée. Deuxième élément, deuxième indicateur qui est important, c'est l'endettement français. Donc, vous voyez qu'il est à des niveaux quand même particulièrement élevés. Et alors, il y a une petite baisse tendancielle, mais enfin, globalement, ça avait tellement monté sur l'année 2023 et 2024 qu'on est quand même on est à pas très loin des 120% de PIB, donc c'est quand même stratosphérique comme dette. Et puis, vous voyez que cette incapacité quand même à faire baisser la dette de manière structurelle. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ces deux indicateurs-là, ils vont impacter directement ce premier écran qui est le taux historique proposé par la BCE. Vous voyez qu'il est maintenu à 2% depuis maintenant plusieurs trimestres. Et il y a quand même une particularité, c'est qu'on a une décorrélation en fait qui s'est produite entre le taux de la BCE proposé par la BCE et les taux OAT français qui sont l'alpha et l'oméga et qui vont permettre de conditionner les taux auxquels les acteurs du marché peuvent emprunter. Et donc, ce qu'on voit très nettement, c'est que même si les taux de la BCE ne bougent pas, eh bien, les taux français augmentent et ont augmenté de manière extrêmement significative et d'autant plus depuis vendredi dernier. Et alors, c'est quand même un paradoxe parce que l'OAT sur 10 ans, normalement, c'est quand même quelque chose qui est quand même relativement stable. Et on en est arrivé maintenant à guetter ce taux à la semaine, voire à la journée. Et vous voyez qu'on est quand même arrivé là, ce matin, je regardais ça, on est sur un taux qui a été connu, la dernière fois où on l'avait connu, c'était au mois de juin 2009, en pleine crise des subprimes. Donc, c'est quand même un indicateur assez inquiétant. D'une part, la décorrélation, et d'autre part, décorrélation avec les taux de la BCE, et d'autre part, la problématique de l'évolution de ce taux ce taux d'emprunt. Parce que quand les taux montent comme ça, globalement, on va se retrouver avec des taux immobiliers, taux de crédit immobilier qui vont monter forcément d'une manière ou d'une autre. Alors, de manière un peu légère ou forte, ça, c'est à voir en fonction des politiques et de la façon dont les banques vont traduire le taux auquel elles empruntent dans leur politique commerciale. Pour le moment, on n'a pas de signal que les taux remontent fortement. On va voir ça juste après. Alors, on va maintenant s'intéresser à deux grands marchés, comme on fait à peu près chaque trimestre, le marché de l'immobilier, le marché de l'immobilier de bureau et du tertiaire, et puis le marché du résidentiel. Alors, sur le marché du bureau, vous voyez qu'on est arrivé à quand même, alors ce sont des indicateurs qu'on a sur l'île de France, mais globalement, on les retrouve toutes France confondues, mais sur l'île de France, qu'est-ce qui se passe? On est à un taux de marché de bureaux disponibles que l'on n'a jamais connu dans l'histoire. On a passé les 6,3 millions de mètres carrés disponibles en Île-de-France. C'est un record absolu. Et la pente est quand même toujours en train de… La courbe
montre que c'est toujours en train de monter. Et donc, c'est quand même un signal extrêmement inquiétant. Et puis, on a ici montré aussi, c'est le corollaire, le taux de vacances en Île-de-France. Donc, vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont relativement peu touchés. On les connaît à peu près tous, hein, le quartier central des affaires, QCA, qui est ici. C'est vraiment l'échelle de référence. Et puis, on a des quartiers qui sont vraiment très touchés. Péri-Défense, pas très loin des 32%. Et puis, première couronne dans le nord, autour de Saint-Denis, etc., où on n'est pas très loin des 30%. Donc, c'est quand même des taux qui sont extrêmement élevés. Et donc, voilà, il y a quand même une source il y a beaucoup de patrimoine qui est disponible et qui est vacant. Alors, le corollaire de tout ça, c'est qu'en fait, on a évidemment des investissements qui se sont arrêtés. Si on regarde les derniers volumes d'investissement au premier trimestre 2026, vous voyez qu'on est sur des bases qui sont extrêmement faibles. On n'est pas très loin de ce qui se passe. On est un tout petit peu au-dessus, mais on n'est quand même pas très loin de l'année 2024, qui était quand même pas une année formidable. Et si vous voyez, on était quand même sur des années records, 20 ou même 21, 22. On était quand même sur des années extrêmement dynamiques. Et voilà, donc c'est quand même des choses, l'investissement, il y a un attentisme qui est quand même extrêmement prégnant sur le marché. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit évidemment par des baisses des prix. Et vous voyez qu'on avait une baisse des prix qui a été extrêmement violente sur l'année 23-24, donc directement liée à la hausse des taux. Et ce marché attentiste fait qu'on se retrouve encore à avoir une baisse extrêmement forte sur le marché au premier trimestre 26. Et vous voyez, si on doit revenir en arrière, on est revenu sur une base de prix qu'on a connue en 2013. Donc là, on est carrément revenu 13 ans en arrière en termes de valorisation. Alors, toujours bien faire attention parce que ces prix sont effectivement directement liés à la volumétrie. Euh, et en fait, comme on l'a vu sur le slide d'avant, une volumétrie assez faible globalement va faire surréagir ces courbes de prix, puisque derrière, qu'est-ce qui se passe? En fait, les biens qui sont vendus, ce sont en gros les gens qui doivent absolument vendre. Et donc, c'est pour ça qu'on a. Alors, ça ne veut pas dire que le décroché ne serait pas juste, mais ça veut dire qu'on a un décroché qui est amplifié par le faible volume d'investissement qui est réalisé. Et ce qu'on constate aussi, c'est que globalement, tous les secteurs sont touchés. Alors, chacun à leur niveau et à leur seuil de sensibilité. Mais vous voyez quand même qu'on est sur des bases qui sont, même sur le Paris centre-ouest, où les volumes de prix sont en baisse. Donc, on avait atteint un point bas, on n'en est plus trop sûr. Voilà. Donc, ça, c'est quand même à surveiller pour les prochains trimestres au niveau des fonds immobiliers. Derrière, toujours notre corde de rappel quand même, parce qu'on a traversé une crise assez forte en 2023 et très forte même en 2023-2024, et on se retrouve quand même à avoir des loyers qui se sont maintenus de manière à un niveau relativement stable. On avait un décroché sur le trimestre passé pour l'ancien, mais finalement, l'ancien et le nouveau se retrouvent sur des montants qui sont quand même assez élevés. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand les gérants arrivent à trouver des locataires potentiels, les biens se louent quand ils sont au prix du marché. Et puis, on a quand même un effet d'accompagnement qui est extrêmement élevé, puisqu'on est à plus de 30% de taux d'accompagnement. Alors, taux d'accompagnement, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des franchises de loyer, c'est-à-dire on va presque octroyer un trimestre de franchise de loyer. Donc, c'est quand même des incitations extrêmement fortes. La position en ce moment est assez favorable pour les locataires, de manière pour que ces derniers puissent potentiellement trouver à bon compte. Donc, ça ne veut pas dire que c'est généralisé globalement, parce que là, c'est un prix moyen et qu'il y a évidemment des différences qui sont extrêmement sensibles et qui sont à relier au taux de vacances qu'on a pu constater sur le slide précédent. Avec un taux de vacances relativement faible, vous allez avoir des montants de loyer qui vont se tenir. Avec des taux de vacances plus forts, effectivement, le pouvoir de négociation des locataires est beaucoup plus important. Donc, on n'est pas encore sorti complètement de cette crise et on se demande si on ne va pas en prendre une deuxième lame s'il y a une crise économique qui se rajoute derrière. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là du tout. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif et extrêmement attentif aussi
aux investissements qui sont réalisés. Et vous verrez qu'on va regarder comment ça se décline tout ça dans le marché des SCPI, avec des éléments quand même assez intéressants à regarder. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché du résidentiel? Globalement, on se retrouve là encore avec des investisseurs institutionnels qui ne sont pas revenus sur le marché, alors un peu plus que précédemment tout de même, mais si on regarde ce qui s'est passé dans l'investissement résidentiel, globalement, on est sur des montants qui sont quand même extrêmement, enfin, pas extrêmement, mais plutôt faibles, parce qu'on est sur la base de ce qui se passait en 2025, qui sont même pas quand même des années extraordinaires, et même en 2024, on avait des investissements qui étaient plus substantiels. Donc voilà, les investisseurs ne sont pas revenus sur le résidentiel. Alors, donc il reste les particuliers. Les particuliers, ils sont directement impactés par les taux de crédit qui peuvent être constatés. Donc vous voyez qu'on a eu cette remontée assez spectaculaire sur l'année 2023, fin 2023, début 2024, où le marché clairement s'est arrêté parce que les taux au-dessus de 4%, le marché de l'immobilier a quand même du mal à fonctionner. On a eu une décrue qui était quand même assez substantielle, mais qui s'est arrêtée autour des 3%. Et puis, on a une remontée. Alors, une remontée qui n'est pas non plus catastrophique, parce qu'entre 3 et 4, un marché de l'IMO, ça s'est fonctionné, mais quand même, on est sur des bases qui sont quand même assez fortes, on va dire. On est voilà, à du 3,27 sur 20 ans, ce qui reste tout à fait finançable encore, ce qui reste accessible. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup moins que ce qu'on avait connu dans les années 20-21 où on était à du 1%. Mais comme on a connu des taux à plus de 4% pour le financement IMO, à 3, on sait fonctionner. Il peut y avoir une forme de rentabilité sur le patrimoine. Qu'est-ce qu'il va devenir ce taux? On n'en sait rien. En tous les cas, on voit très clairement ici avec ce graphique-là, les banques avaient arrêté complètement, ou pas complètement, mais très fortement de financer l'immobilier. Hein. La chute était extrêmement brutale sur l'année 2023. On a atteint clairement un point bas en termes de volume de financement par les banques. Et puis ce taux est en train de remonter et globalement, on se retrouve avec quelque chose qui est, avec un taux actuellement qui est, on va dire, à peu près raisonnable par rapport au marché. On n'est pas dans les années fastes qu'on a pu connaître, mais on est quand même de nouveau sur un marché qui fonctionne. Les banques prêtent à des taux, comme on a vu précédemment, relativement accessibles. Donc voilà, ça fonctionne plutôt pas mal sur le résidentiel. Ça se retrouve sur un marché résidentiel donc, qui reprend des couleurs. Donc vous avez raison sur cette partie-là. Le premier trimestre était plutôt meilleur. Alors, le point critique, donc là, c'est les volumes. On n'a pas eu ceux du premier trimestre, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que les prix n'ont pas baissé ou très peu baissé sur la période qu'on vient de passer de 2023. On est sur une baisse de prix quand même qui n'était on est à 10 points, donc c'est quand même pas extraordinaire par rapport à la lame de fond qu'on s'est prise sur les taux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que globalement, les gens ont attendu pour vendre. Il y a eu une reprise du marché et puis derrière, les taux repartent à la hausse. Alors, les prix, pardon, repartent un peu à la hausse. Donc, si les prix repartent un peu à la hausse avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés, vraisemblablement, ça risque de coincer à un moment parce que globalement, on va se retrouver dans un marché. Alors, soit les gens acceptent de baisser en termes de surface qu'ils achètent, ce qui est une possibilité, soit ils attendent pour acheter et ils restent là où ils sont. Et c'est l'une des deux possibilités qui va se faire. Alors, si la conjoncture se dégrade, la conjoncture économique se dégrade fortement, probablement qu'il y a un certain nombre de projets qui vont s'arrêter, ou du moins qui vont être mis en stand-by. Et d'autant plus si les prix remontent à la hausse, là, ça risque de désolvabiliser une partie des candidats acheteurs potentiels. Voilà, donc un marché, alors nous on aime bien faire ce petit tableau en fait qui va reprendre les différents thématiques et les différents outils qu'on a baptisés politico-économiques qui pourraient permettre un rebond fort de l'immobilier. Alors, la baisse des taux, ça, faut l'oublier. Hein. Désormais, on est en train de prier pour qu'il n'y ait plus de hausse de taux. Donc, voilà, cet item-là, on l'a laissé à moyen parce qu'on a toujours un espoir, mais globalement, rien à attendre sur ce volet-là. On a un régime donc la stimulation fiscale, eu égard à ce qu'on s'est dit sur le volet du budget de l'État qui est extrêmement tendu,
Donc il y a un statut Jeanbrun qui est sorti pour essayer de tenter de favoriser un peu le neuf. Voilà, bon, choses ont été dites sur ce statut. Je vais pas revenir dessus. C'est pas l'objet de la réunion. Bon, voilà, c'est pas on sait que le statut Jeanbrun n'est pas forcément extraordinaire et exceptionnel dans, dans son fonctionnement et dans son mode de fonctionnement actuel. Bon, donc ça veut dire que globalement, on va se retrouver à avoir des investissements qui pourront peut-être se faire, mais qui ne seront pas forcément extraordinaires. Ça ne va pas être d'un dynamisme absolu. Bon, voilà pour la stimulation fiscale. Il nous reste dans les possibilités la hausse des impôts hier, qui très clairement va encore est encore et toujours extrêmement forte en termes de perspective. Je ne vais pas revenir dessus. Il y a un moment, il va falloir forcément trouver de l'argent quelque part. On a d'autres leviers. Un qui était sur les réductions des contraintes environnementales. Alors, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup au niveau européen, surtout. La France avait été un peu au-delà des contraintes réglementaires. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Un attentisme aussi sur ce volet-là, sachant que de toute manière, maintenant, tous les acteurs ont bien identifié, alors que ce soit sur le bureau avec les décrets tertiaires ou que ce soit sur le marché, par exemple, du résidentiel avec les diagnostics de performance énergétique, ce sont des paramètres qui sont maintenant complètement intégrés dans les arbitrages et les choix qui sont faits par les investisseurs. Donc, le tertiaire, c'est sur le bureau. Et globalement, maintenant, tous les investissements sont directement liés à ce qui est fait en arbitrage ici. Donc, voilà, cet élément-là, est-ce qu'il sera allégé? Probablement faiblement. On a laissé un moyen quand même. Et puis, on a une petite musique qui est en train de monter sur la réduction des aides aux entreprises, alors qui pourrait, pour le coup, avoir un impact assez substantiel sur globalement la qualité de l'économie, puisque s'il y a un alourdissement de la masse salariale, ben, très clairement, ça va avoir un impact immédiat sur la trésorerie des entreprises, dont un certain nombre quand même ne sont pas en état et en très bonne forme. Et ça pourrait faire revenir la thématique du chômage qui avait disparu des préoccupations des Français parce qu'on avait quand même bien baissé ce taux et qui est en train de remonter gentiment. Alors, ce n'est pas une explosion, mais voilà, si la crise au Moyen-Orient se prolonge, on peut avoir quand même des contraintes qui viennent impacter très fortement globalement le marché économique. Donc voilà, quelque chose en demi-teinte, on va dire, avec beaucoup d'attentisme et des clés qui sont directement liées à un des trois et deux États qui doivent négocier ou pas. Donc c'est assez paradoxal et toute l'économie mondiale est un peu suspendue à des tweets ou autres. Voilà, donc on est dans un marché quand même assez compliqué, avec pour autant des perspectives qui peuvent être quand même assez positives parce qu'il y a toujours une demande qui existe. Voilà pour le marché de l'immobilier au global. On va s'intéresser un peu plus précisément au marché des SCPI. Alors, petit sondage, là encore, qu'on va lancer. Hop. Le marché des SCPI, il a eu des hauts, il a eu des bas. Vous allez pouvoir voter. Alors, je vous donne le titre, l'intitulé. La collecte des SCPI se concentre autour de quelques acteurs du marché. Ce sont les meilleurs, c'est normal qu'ils collectent, première possibilité. Deuxième possibilité, on a déjà connu ça par le passé et cela ne s'est pas bien terminé pour ces acteurs. Troisième possibilité, les modes en matière d'investissement sont toujours intéressantes à suivre. Donc, vous avez le petit sondage pour voter. En bas à droite, triangle carré rond, et vous choisissez sondage. Et vous avez la possibilité de voter pour l'un ou pour l'autre, pour l'une de ces trois possibilités. Donc, ce sont les meilleurs qui collectent et c'est normal. On a déjà connu ça par le passé et ça ne s'est pas bien terminé pour ces acteurs. Les modes en matière d'investissement sont toujours intéressantes à suivre. Bon, alors c'est la deuxième possibilité qui, a priori, l'emporte. Alors, on va regarder, puis ça va probablement faire écho à un certain nombre de partenaires qui sont connectés, parce que derrière, oui, on a un carton plein on a déjà connu ça par le passé. Alors, on va regarder, justement, on va regarder dans le détail. Alors, pour regarder dans le détail, alors,
pour que toute la salle, bon, je pense que tout le monde sait comment fonctionnent les SCPI, mais enfin, on va quand même juste le rappeler. Une SCPI, qu'est-ce que c'est? Une SCPI, ça collecte de l'argent auprès d'associés qui peuvent passer par nos partenaires CGP qui sont présents dans la salle. Ces SCPI, elles achètent des immeubles. Les immeubles, ils sont loués, ils procurent des loyers. Ces loyers procurent des revenus sous forme de dividendes qui sont reversés trimestriellement ou mensuellement en fonction directement aux associés. Et puis, il y a une perspective qui est de revalorisation de la valeur du patrimoine tel qu'il a été acheté et qui peut permettre de générer une évolution sur la valeur des parts. Donc, il y a bien les deux manières de s'enrichir et de créer de la valeur avec les fonds SCPI. Alors, je vais sortir d'ici pour aller dans nos interfaces, de lecture et d'analyse. Et juste avant ça, je vais vous montrer ici, on a fait un petit portefeuille. Donc ça, c'est directement dans nos interfaces qui sont accessibles pour tous nos partenaires. On a fait un petit portefeuille comme ça, voilà, pour vous permettre de voir ce qu'il en est. Alors, parmi les éléments qui sont intéressants, voilà, on a mis 3-4 fonds qui nous paraissaient intéressants. Alors, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en off, hein, puisque directement par mail. On est même désormais habilité à pouvoir vous aider, vous épauler dans la construction de portefeuilles. Vous allez voir qu'il y a des lignes qui peuvent être un peu surprenantes. Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais il nous semble qu'il y a des points bas qui peuvent être intéressants, sur lesquels il y a des fonds qui peut être intéressant de re-rentrer. Et derrière, surtout, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que dans toutes nos interfaces, en fait, vous avez l'analyse qui est produite par nos moulinettes, par nos algorithmes, et qui vont à la fois vous permettre de récupérer les performances financières et les performances durables, qui vont vous permettre, et je reviendrai là-dessus, de suivre l'évolution pour un certain nombre de fonds. Sachant que la moyenne du marché est à 55 sur cette performance financière. Et puis, vous allez avoir aussi ici des indicateurs sur le potentiel de revalorisation des parts qui se font automatiquement et qui vont venir peupler vos portefeuilles pour faire potentiellement des arbitrages là-dessus. Donc, on a 3 indicateurs et même un quatrième qu'on va rajouter qui sont sur la plus-value latente dans les patrimoines des fonds. Et donc, voilà, vous allez avoir l'endettement constaté, la liquidité sur le second marché. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des fonds qui sont parfaitement illiquides, par exemple, Élysée Pierre en ce moment, complètement illiquide, mais il y a eu des baisses de valeur de part qui fait que, par exemple, si vous achetez ces fonds, vous êtes maintenant, pas en vert, mais vous êtes dans les 0-3%, ce qui veut dire que globalement, il y a eu une correction sur la valeur des parts qui a été réalisée déjà, et peut-être que ça peut être intéressant de rentrer sur ce genre de fonds. On a par exemple Epicap aussi qui peut avoir un intérêt à rentrer, où là, on a tous les indicateurs qui sont ouverts, mais un endettement qui est un peu plus élevé. Donc voilà, tout ça, c'est directement accessible sur nos interfaces. Alors, pour ce qui est du marché des SCPI, alors on a cette année pour la première fois, on a un petit peu de retard parce que tous les fonds n'ont pas encore tous publié. Alors, il nous manque quelques gros fonds, quelques gros gérants qui n'ont pas encore publié. On va voir ça juste après. Je les nomme quand même: Amundi, AEW, et pour les plus importants, il y a HSBC justement, mais qui ne publie jamais au premier trimestre. Donc, Amundi et AEW, on se retrouve à avoir quand même deux gros acteurs qui ne sont pas sur le marché, qui doivent représenter à peu près 13 milliards. Vous voyez, globalement, on va être sur un marché quand même de ce qu'on a déjà actuellement collecté, qui est à 64 milliards. Il nous reste encore une SCPI à récupérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ces fonds, c'est de voir quelles sont les tendances qui se passent. Alors, je vais régler tout de suite le taux d'occupation financier, parce que vous voyez qu'il est d'une stabilité absolue. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir un taux comme ça qui soit figé? Nous, c'est intéressant, et en même temps, ça veut aussi dire que derrière, on se retrouve à avoir un taux qui n'est pas plus forcément significatif. Et c'est vrai qu'il a été vidé un peu de sa substance d'intérêt, puisque on n'a pas tout ce qui est franchise de loyer qui sont décomptés de ces taux-là. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas, en fait, parce que globalement, les gérants arrivent à remplir leurs fonds, et ça, c'est une certitude, mais on a quand même derrière un indicateur qui nous manque, c'est est-ce
est-ce que tous les biens sont loués, mais est-ce qu'il y a des franchises derrière? Donc, on se retrouve quand même à avoir quelque chose qui est quand même un peu moins attractif. Et puis derrière, on a ici un taux de distribution. Alors, même si on n'a pas l'ensemble des fonds sur le marché, on se retrouve quand même à en avoir pas mal, avec des taux de distribution qui montent, c'est normal, puisqu'en fait, il nous manque, par exemple, Amundi AEW, dont les taux sont quand même en chute substantielle. Voilà pour ce qui est de ces éléments-là. Alors, on va regarder les SCPI qui collectent. Bon, vous les connaissez probablement. Alors, là, j'ai dû me mettre, voilà. Hop. Donc, les SCPI qui collectent, on se retrouve à avoir à peu près toujours les mêmes acteurs depuis plusieurs trimestres, avec effectivement des acteurs de la logistique, Iroko et Transition Europe, Irocosen et Transition Europe, qui sont toujours en tête des collectes. Et puis, on se retrouve à avoir aussi Quorum Origin qui revient qui est en bonne place, et Épargne Pierre Europe qui est quand même très bien positionné, avec aussi des acteurs derrière, Crystal Life qui continue à collecter dans des volumes plus raisonnables et qui continue à collecter substantiellement. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même maintenant depuis plusieurs trimestres à avoir une collecte extrêmement concentrée sur quelques acteurs, ce qui vous fait avoir quelques doutes effectivement sur la capacité de ces acteurs à tenir dans le temps. Et effectivement, c'est aussi une de nos inquiétudes, parce que derrière, c'est vrai que plus on a des acteurs qui sont, enfin, plus la concentration de la collecte est forte sur ces acteurs, et bien, ces acteurs, ils vont devoir acheter du patrimoine. Alors, pour le moment, il y a du patrimoine, comme on a vu, disponible, ce n'est pas le sujet, mais il se peut aussi que le marché se retourne à un moment ou à un autre. Et on va faire un petit focus sur une SCPI qui était leader de la collecte, qui s'appelle Primo Pierre en 2021-2022, et vous allez voir que derrière, il y a eu quand même des interactions qui étaient quand même assez substantielles. Et justement, en parlant de Primo Pierre, alors ici, on parle de décollecte. Pourquoi? Alors, je vais enchaîner directement sur cette partie-là. On va aller regarder, on va faire un petit focus sur cette SCPI, parce qu'il est intéressant de regarder ce qui se passe. Vous voyez que globalement, on se retrouve à avoir un fonds. Alors, je vais être un petit peu dur quand même, mais on va reprendre un peu d'historique. En 2021, donc, et je peux même mettre du 2022, voilà. En 2022, sur ce fonds-là, la valeur de la part, on était à 208 euros. On se retrouve maintenant avec un changement de nature de SCPI, puisque la SCPI est passée de SCPI à capital variable à SCPI à capital fixe. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le prix du marché, maintenant, c'est la seule cotation de prix de marché qu'on peut avoir, eh bien, c'est les transactions qui se réalisent. Ce qui est plus juste, c'est quel acteur, quel associé est prêt à investir dans cette SCPI, et ça nous donne un vrai prix de marché, ce qui est révélateur du marché. Donc, les transactions sur le trimestre 2026, eh bien, elles se sont faites à 49 euros. Vous voyez que la chute est quand même, on est passé de 208 à 49. Alors pourquoi est-ce que c'était stable pendant toute l'année 2025? Parce qu'on était encore à capital variable, et que donc en fait, il y avait une partie de cette valeur qui était fixée par le gérant qui disait bah, moi, la SCPI, en fonction du tunnel de valorisation, je dis que c'est à 115 euros. Voilà. Voilà, les transactions, elles se font à 49. Voilà. Donc la chute est extrêmement brutale, et c'est l'un des enjeux et l'une des conséquences de la bascule qui peut se faire pour des SCPI qui passent de capital variable à capital fixe. C'est-à-dire que le seul marché qui reste pour les SCPI qui sont basculés à capital fixe, c'est le second marché, donc c'est le marché de gré à gré, qui peut être organisé par la société de gestion. Et donc, du coup, nous, on a pris le parti de dire bah, le prix du marché, et donc la capitalisation de ce fonds, c'est à quelle valeur un acheteur, quel prix est prêt à mettre un acheteur sur le marché pour acheter ses parts. Et en l'occurrence, sur le premier trimestre 2026, on est à 49 euros. Voilà. Et donc, bah, l'impact de tout ça, c'est que derrière, où est mon graphe sur la capitalisation? Je ne l'ai plus, il est perdu. Il est là. Voilà. Eh bien, c'est que derrière, vous vous retrouvez à avoir un fonds qui était aux bonnes heures, 4 milliards, c'est-à-dire en 2022, un peu plus de, enfin, presque 4 milliards de capitalisation, qui est passé par 2 milliards et qui se retrouve à moins d'1 milliard de capitalisation.
Donc, c'est quand même la bascule. Alors, c'est parce que, une fois encore, c'est parce qu'on calcule sur la valeur, d'une part, avec des transactions qui sont réalisées sur le second marché. Mais c'est pas plus juste de prendre cette, enfin, c'est pas plus juste. C'est aussi juste de prendre cette valeur-là, qui est la valeur qu'un acheteur est prêt à mettre sur le marché, plutôt que la valeur que le gérant voulait donner en respectant le tunnel de valorisation et qu'il pouvait donner à son fonds. Et donc, vous voyez quand même que ça a un impact qui est quand même extrêmement sensible, cette bascule de taux fixe, de taux de capital variable à capital fixe pour vos clients, et ça nécessite probablement de prendre un peu de temps pour aller leur expliquer. On a fait un article là-dessus parce qu'on avait beaucoup de demandes sur ce fonds, comment l'anticiper, parce que derrière, effectivement, il y a un certain nombre de gérants qui ont pris cette optique-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que Praemia, avec Primo Pierre, était un peu en avance de phase par rapport à l'ensemble du marché, parce qu'ils ont eu beaucoup plus de soucis plutôt que l'ensemble du marché. Mais il y a un certain nombre d'acteurs qui ont fait voter en assemblée générale extraordinaire la bascule. Alors, c'est une bascule temporaire, hein, c'est affiché comme du temporaire, la bascule temporaire pour leur fonds. Donc, ça veut dire que la vague prochaine, c'est ce que vous allez devoir expliquer à vos clients, c'est pourquoi la valorisation baisse comme ça, si vous l'avez proposé du primo Pierre, en l'occurrence, mais il y a un certain nombre d'autres fonds qui sont dans cette catégorie-là. Ça, c'est un petit peu le sujet dormant sur les fonds. Et du coup, le point d'attention, c'est de dire, oui, les SCPI, il faut toujours en proposer, bien évidemment, mais diversifier vos investissements. Et la diversification, c'est à minima de proposer 4 ou 5 lignes. J'étais encore avec un CGP hier, sur un portefeuille qui voulait proposer, enfin le portefeuille, il y avait une ligne. Et là, je lui ai dit, c'est pas possible. Dans la situation actuelle, vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir une seule ligne en SCPI, parce que derrière, bah, oui, quand vous avez une ligne Primo Pierre, par exemple, si vous mettez 300 ou 400 000 euros, va falloir prendre le téléphone et aller expliquer à votre client ce qui s'est passé, et ce qui peut être quand même assez compliqué. Ça, c'était le petit focus qu'on voulait faire sur la SCPI Primo Pierre. Alors maintenant, si je regarde globalement ce qui se passe sur le marché, alors je vais retrouver mon slide qui est ici. Hop, voilà, dans les acteurs du marché, si on reprend, alors modulo ce qu'on s'est dit sur vous voyez qu'il y a globalement quelques gérants qui n'ont pas encore publié sur sur le premier trimestre 2026, on n'a pas encore récupéré. Pour les plus grosses capitalisations, PAREF, AEW et Amundi, c'est les 3 derniers qui n'ont pas encore publié. Vous voyez que les cartes ont quand même été rebattues sur cette crise de manière quand même assez substantielle, puisqu'on avait des acteurs comme Amundi, BNP qui étaient vraiment dans le top 10 et qui sont en train de se faire reléguer avec des quorums qui sont des fusées qui passent assez rapidement. Et vous voyez là, Praemia qui est en train d'être complètement réabsorbé, avec quand même à noter un acteur comme la Française qui arrive à tenir la crise. Et puis les autres acteurs qui arrivent derrière extrêmement rapidement. Hein. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de Hirokozen et puis Transition Europe d'Arkea, qui sont 2 acteurs qui collectent de manière extrêmement forte sur ces derniers trimestres. Alors évidemment, les places se font et se défont en période de crise, et c'est même là où ça se défait le plus facilement et le plus rapidement. Et c'est très clairement ce qu'on voit dans ces éléments-là, avec d'autres acteurs qui continuent à fonctionner tout à fait, on va dire, normalement. On a par exemple Atlan, qui est quand même d'une régularité assez notable, puisque crise ou pas crise, ils ont réussi à ne pas dévaloriser leur part avec des patrimoines qui étaient orientés à la baisse. Donc c'est quand même intéressant de regarder des acteurs qui arrivent à s'en sortir. Et puis on a quelques points d'attention sur des acteurs, par exemple Altixia, et on va regarder dans le détail ce qui se passe pour eux. Si je regarde, alors là, vous avez tous les CPI, je ne vais pas toutes vous les faire, rassurez-vous, mais c'est pour dire quand même que les places sont modifiées de manière extrêmement rapide sur ce marché.
Et ça veut aussi dire que le dynamisme qu'on a connu sur la création des fonds est extrêmement important parce que derrière, vous pouvez aller chercher des acteurs plus petits, moins connus, mais qui vont pouvoir vous apporter aussi une qualité dans les investissements qui peuvent être extrêmement pertinentes à aller chercher. Je vais vous montrer aussi un élément qui est un peu passé aussi inaperçu, ce sont l'évolution sur les dividendes versés. Alors, c'est quand même ce qui intéresse vos acteurs, vos partenaires et vos clients. Et c'est un indice moyen, il nous manque quelques gros, on s'est déjà dit les choses, mais globalement, on est quand même sur des éléments, sur une baisse du dividende qui est quand même assez substantielle. Alors, il faut comparer premier et troisième trimestre ensemble. Et les quatrièmes trimestres, comme il y a plus d'acteurs, les taux peuvent être modifiés. Mais globalement, on est passé sur le trimestre, d'un trimestre à l'autre, on a perdu presque 30 centimes de dividendes. C'est quand même extrêmement substantiel, sachant qu'on n'a pas, toutes les grosses de Amundi et de AOW dont les dividendes, la livraison de dividendes est orientée à la baisse. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur un marché, et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment regarder dans cette fameuse diversification dont on vous parlait, parce que derrière, vous allez avoir le deuxième effet qui va arriver, puisque après la baisse des valeurs de départ, il y a effectivement la baisse de valorisation des dividendes. On a regardé pas mal de choses. Je vais aller faire deux focus un peu particuliers. Le premier qui va être, je vais fermer ça. Le premier qui va être sur, alors pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? Voilà. Le premier qui va être sur les délais de cession, parce que c'est intéressant de regarder les délais de cession, qu'est-ce qui se passe sur ce marché. Donc, vous voyez que globalement, parmi les anciens fonds, il y en a quand même maintenant très peu qui arrivent à maintenir des délais de cession à zéro. Donc, pour rappel, un délai de cession, comment est-ce qu'on les calcule chez nous? On va regarder le volume de parts qui sont absorbées par le marché primaire ou qui sont cédées sur le marché secondaire pour chacun des fonds. Ça nous donne une vitesse d'absorption des parts. Et puis, on va regarder les parts qui sont en attente de vente sur le marché. Et avec la conjonction des deux, ça nous permet de dire, voilà la vitesse à laquelle les parts ont été absorbées sur le trimestre passé, et qu'est-ce qui pourrait se passer pour le trimestre suivant. Et donc, quand on a des délais de cession qui sont à zéro, ça veut dire que globalement, vous présentez vos parts, et sur le trimestre à venir, vos parts seront vendues. Donc, vous voyez que globalement, on se retrouve quand même à avoir bon nombre d'acteurs, mais que des acteurs récents dans les fonds. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à cet indicateur de délai de cession, qui est important parce que ça permet de voir celles qui sont complètement plantées, on va en parler juste après. Mais globalement, il faut avoir quand même un petit peu d'ancienneté, c'est-à-dire qu'un fonds qui date de 2024, 2025, ou même 2023, globalement, qui est un délai de cession à zéro, c'est juste normal, on va dire. Par contre, si vous commencez à proposer, vous voyez, je vais en donner deux, trois pour l'exemple, mais ici, j'ai Crystal Rand qui est à zéro, qui a été construit en 2019, qui a été lancé en 2019. Bon, ça veut dire que globalement, c'est un fonds qui arrive à maintenir un second marché liquide, et c'est quand même ce qu'on demande aussi à une SCPI et à un investissement, c'est de pouvoir en sortir. Et puis, à l'opposé, alors vous voyez, on a des fonds, alors 999 999, c'est pas parce qu'on a fait une erreur de calcul, c'est parce qu'en fait, il n'y a aucune part qui ont été présentées à la vente sur le trimestre passé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vendre vos parts. Alors, ne pas vendre, ce n'est pas calculable, ça c'est une chose. Après, il y a certains fonds, par exemple ce Crédit Mutuel, où de toute manière, c'est des mois, c'est bien calculé en mois, donc c'est invendable de la même manière. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir ici, si je regarde Primo Pierre, je ne sais pas si je l'ai dans ma liste ici, il y a Primo Vie ici, et on doit avoir Primo Pierre pas très loin. Je ne vais pas réussir à le retrouver. Ah, voilà, Primo Pierre est ici. Vous voyez que la bascule, alors, pour mémoire, en 2022, Primo Pierre était à zéro en termes de fluidité, donc de vente de parts. Et là, maintenant, on est sur un fonds qui est complètement bloqué. Alors, il était à 999 999 sur les trimestres passés quand il était encore en capital variable. Là, en capital fixe, il y a une forme de liquidité, c'est-à-dire que vous pouvez quand même vendre vos parts.
Bon, il faut être patient quand même, hein, c'est 2000 mois, ça fait beaucoup. Mais c'est enfin calculable, on va le dire. Voilà, ça donne une petite visibilité sur ce qu'il est possible, sur ce qu'il est possible de faire. Je vais terminer par 2 éléments. Premier élément, les évolutions, comment? Alors ça, c'est ce qu'on calcule systématiquement. Lorsque je vous parlais tout à l'heure de, Élysée-Pierre, par exemple, c'est, le tunnel de valorisation, départ. Donc la courbe verte, ça représente, la valeur de reconstitution du patrimoine. La surface verte, c'est les plus ou moins 10 dans lequel la valeur d'acquisition en capital variable doit fonctionner, doit être positionnée. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que dans nos interfaces, Élysée-Pierre est redevenu jaune, parce que globalement, avec les dernières baisses de parts qu'il y a eu sur ce fonds, globalement, on est sur une valeur de part qui peut être un peu plus attractive. Voilà. Si vous le couplez à du démembrement, normalement, ça peut être des choses assez intéressantes. Alors ça, c'est pour les anciens fonds, c'est toujours intéressant de regarder. Alors, on va regarder, comme on parlait de Praemia. Si je vous parle de Primovi, vous voyez qu'on est encore sur un patrimoine qui est encore surévalué. Voilà, alors ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, parce que ça veut dire que si, confère ce qu'on s'est dit en début de session, si le marché des bureaux est encore orienté à la baisse, les prochaines évaluations vont être orientées à la baisse, ça veut dire qu'il y a probablement à prévoir encore des baisses de valeur de part. Alors pour nos clients, ils avaient anticipé ça, ils s'en sont sortis, mais ça vaut le coup de regarder aussi ce qui peut se passer sur d'autres fonds avant que vous soyez un petit peu coincé. Vous voyez, par exemple, on a ici Activimo, avec une valeur de reconstitution qui est redevenue en deçà de la valeur d'acquisition. Donc, ça veut dire que derrière, c'est un patrimoine qui s'est réévalué. Donc, globalement, ils ont jusqu'à présent passé la crise. Et ça, c'est des indicateurs qui sont intéressants. Alors, les SCPI récentes, ça n'a pas forcément toujours un intérêt, un, un intérêt extraordinaire parce qu'il y a peu d'historique, mais on va quand même en parler. Edmond de Rothschild, par exemple, Europa, on se retrouve à avoir un fonds qui est alors décoté, hein, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, vous achetez avec un prix de valeur de part qui est bien inférieur aux valeurs de reconstitution du patrimoine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans la fourchette basse et probablement, enfin, on n'est pas gérant, une fois encore, mais avec ce graphique-là, on se dit que la réévaluation sur la valeur de la part est peut-être potentielle. Voilà, donc ça veut dire que c'est pour ça c'est intéressant et c'est pour ça qu'il faut surveiller un certain nombre d'acteurs. Si je prends Nano, c'est pareil, on est sur une valeur de part qui est quand même globalement très fortement en deçà. C'est pour ça qu'elle est en vert dans nos tableaux d'allocation, dans nos portefeuilles d'allocation. Et donc, c'est là où c'est intéressant de faire des arbitrages pour justement essayer de coller au mieux, si vous avez un marché liquide, de pouvoir éventuellement faire des arbitrages en conséquence. Je prends les majors de la collecte. Vous voyez, Transition Europe est aussi en deçà de sa valeur de part. Donc, voilà, c'est intéressant de regarder cet item-là. Et puis, si vous voulez avoir un résumé de ce qui se passe sur les fonds, je vous conseille très fortement de faire appel à nos indicateurs. Alors, je suis en train de le chercher. Voilà. À nos DIPT Index, alors en l'occurrence là c'est le DIPT Index financier qu'on met à jour tous les trimestres, donc là on ne l'a pas encore mis à jour sur le trimestre 2026, mais ça va bientôt être le cas. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vous faire un résumé du profil du fonds. C'est que du profiling de fonds, ça veut dire que ça n'a pas de capacité à anticiper les choses, mais enfin quand même, on va se jeter un peu des fleurs, vous allez voir. Vous voyez que Primo-Pierre, pour nous, n'a jamais été… j'ai fait exprès une série longue de 2022. Primo-Pierre, déjà en 2022, ça ne faisait pas partie des meilleurs fonds, parce qu'à 62, quand vous êtes un fonds qui fait plusieurs milliards de capitalisation, ça veut dire qu'il y a déjà des warnings qui sont en place. Donc, on peut refaire l'histoire, parce que pour le coup, on en avait parlé assez régulièrement. Alors, je vous parle de Primo-Pierre, qui était encore à l'époque liquide. Si je prends Primovi, vous voyez qu'on est arrivé sur des seuils qui sont là aussi critiques, mais on n'était quand même pas non plus dans des formes extraordinaires pour des SCPI qui collectaient très fortement à ce moment-là. Et puis, je vais vous parler on parlait des leaders. Alors, évidemment, on a moins d'historique, mais vous voyez que globalement,
sur des fonds comme ceux-ci, Transition Europe, qui finissent par être des fonds quand même avec beaucoup de capitalisation, mais avec des indices qui sont quand même extrêmement attractifs, qui sont parmi les meilleurs. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé de Edmond Rothschild. Je ne sais plus, voilà. On est sur un fonds qui est une petite capitalisation, mais avec des taux qui sont extrêmes, enfin, avec des ratios qui sont attractifs pour des petites capitalisations. Et c'est toujours la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder dans une conjoncture et par rapport à la taille d'un fonds. Voilà. Quand vous avez un fonds qui fait 62 sur 100 et qui fait 200 ou 100 ou 200 millions de capitalisation par rapport à un qui a 62 et qui fait 4 milliards, à 4 milliards à 62, il est temps de sortir. À 62 sur 100 millions, il est temps de rentrer. En gros, c'est à peu près ça la mécanique qu'il faut regarder. Et puis, je vois que l'heure tourne. Je vais vous en donner encore deux, trois autres. On a parlé de Epsicap, voilà, par exemple. Vous voyez qu'on est sur des fonds qui sont alors un peu plus consistants en termes de capitalisation, mais avec des montants qui sont extrêmement élevés. Alors, il peut y avoir une variabilité de ces indices, mais quand même, globalement, c'est quand même assez intéressant à regarder parce que ça fonctionne plutôt bien. Et puis maintenant, on a quand même un historique de un peu plus de 6 ans dessus. Voilà, donc ça permet quand même d'avoir des anticipations et de regarder vraiment dans le détail ce qui s'est passé. J'en ai presque terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser soit en chat ou à ouvrir votre micro. Je suis prêt à y répondre. Ça nous permettra de compléter les éléments s'il vous en manque. Je vais simplement, pour terminer, faire un petit focus sur les éléments qui sont désormais accessibles sur la partie réglementaire, puisque vous avez la possibilité, quand vous créez quand vous créez vos portefeuilles, alors c'est accessible pour tous nos abonnements, d'éditer directement les rapports d'adéquation, c'est la nouveauté du trimestre. Ce sont des documents qui sont édités en format Word, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Alors c'est évidemment édité à vos couleurs, donc là, on est édité aux couleurs du cabinet, avec l'ensemble du réglementaire qui est nécessaire pour que vous puissiez proposer à vos clients, puisqu'on a des interfaces pour éventuellement saisir toutes ces informations, les arbitrages que vous pouvez faire, la synthèse de la proposition, les indicateurs clés, les présentations sur les fonds, tout ce qui est partie frais et rémunération du cabinet, compatible CNCGP, compatible Anacofi, on a des grands réseaux qui nous les ont validés. Et puis derrière, alors hop, bien pour expliquer les frais. Et puis derrière, vous allez avoir aussi la possibilité d'éditer toujours notre dossier de synthèse, et je vais répondre aux questions qui sont posées. Notre dossier de synthèse, dans ce dossier de synthèse, vous allez avoir, alors là vraiment, une synthèse, mais du site internet, avec en fait l'ensemble des informations qui sont proposées via notre site. Donc, vous allez avoir tous les outils d'analyse, le régime fiscal, parce que c'est pratiquement, c'est un peu des informations obligatoires qu'il faut quand même mettre, les suivis avec les points d'attention. Et ça vous permet aussi, lorsque vous êtes, par exemple, comme en ce moment, en train d'envoyer des informations à vos clients, de pouvoir les informer directement par mail des informations structurantes sur le marché. Alors, je vais répondre à la question. Une SCPI qui passe de capital fixe à capital variable, comment calcule-t-elle sa valeur de constitution? Alors, les valeurs de reconstitution, on les suit évidemment sur le site. À ma connaissance, elles doivent continuer toujours à avoir des valeurs de reconstitution. Donc, si je prends, alors, je vais prendre Primo Pierre. C'était notre exemple. Hein, pour ça que je la prends dans le détail. Voilà. Si je vais voir sa fiche, en fait, vous allez avoir tous les éléments qui vont la constituer et vous pouvez avoir tous ces éléments-là qui sont repris directement dans le comparateur. Hop, je vais le mettre dans le comparateur et je vais rajouter ce fond-là. J'y étais déjà, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Je vais revenir. Hop, voilà. Je vais la mettre directement dans le comparateur et quand j'arrive dans le comparateur, en fait, parmi tous les éléments clés, vous allez avoir le suivi de toutes les valeurs et dont la valeur de reconstitution. On suit aussi les valeurs d'IFI,
qui vont vous permettre, lorsque c'est diffusé et lorsque, voilà, là par exemple, on a la valeur d'IFI. Vous voyez, 98,49, ça c'est la valeur d'IFI qui est retenue en date de 2024, parce que je pense qu'on n'a pas encore les rapports annuels 2025, mais dès qu'on les a, effectivement, on les aura, on les récupérera. Alors, alors j'ai une question qui est de même, comment va se calculer le taux de dividende sur la valeur à 49 euros pour Primopierre? Alors, c'est une très bonne question. Euh, En toute rigueur, ça devrait être 49 euros, puisque c'est la valeur de marché. Alors, en toute rigueur, ça devrait être celle-là. Vraisemblablement, je ne crois pas que ce soit ça qui soit retenu, ou je ne sais pas ce qu'ils vont afficher. En tous les cas, dans les publications, les dernières publications qui ont été mises en avant, ce n'était pas cette valeur-là. Nous, on a pris cette valeur-là parce que c'était la valeur marché, enfin, ce qu'on considère comme la valeur marché, puisque un prix, c'est en théorie économique quand même, si on reprend les bases, un prix, c'est la rencontre entre une offre et une demande. C'est ce qui fixe le prix. Et donc, normalement, une valeur de part, c'est vraiment ce qu'un acheteur est prêt à mettre et un vendeur est prêt à céder. Hein. Donc là, on est vraiment dans la pure théorie économique. Et globalement, les 49 euros, pour nous, nous semblent justes. Mais s'ils sont un peu violents à présenter probablement côté gérant, et probablement que ce n'est pas cette valeur-là qui sera retenue, parce que sinon, alors là, pour le coup, on va probablement avoir une augmentation des dividendes, enfin du taux de distribution, parce que derrière, en fait, si je regarde le taux de distribution, voilà, les dividendes sont à 6,38. Forcément, si vous le faites sur la base de 98 ou sur la base de 49, ce n'est pas la même histoire en termes de dividendes affichés. Voilà, donc, on va voir ce qu'ils ont retenu dans la prochaine publication des rapports annuels, parce qu'ils étaient déjà, en fait, ils étaient déjà en capital fixe. Donc, on en saura un peu plus à ce moment-là.